chers collègues, si vous voulez bien, nous allons pouvoir débuter nos travaux. Autant préciser que Laurence Beccari accepte bien volontiers de tenir le registre, ce dont chacun lui sait gré. Voilà, nous avons quelques procurations. Olivier Hoffmann, qui a une procuration, Romain Pélaton et Serge Bayet, Sandrine Stéphane, Véronique Baude, Véronique Deruat à Jacqueline Chalin et Chantal Dumont à Laurence Beccari. Mais aussi Eric Gavaret à Vincent Scatolin, Christelle Micheletto à John Burley, Jean-Christophe Place à Pascal Rochard et Anne-Valérie Sédille à Jean Di Stéphanie. Voilà. Et sans désemparer, nous pouvons attaquer l'ordre du jour, lequel commence par le point numéro 1. C'est le compte-rendu de décision de prise en vertu de la délégation de compétences. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Je vous remercie. Le numéro 2, une autorisation d'urbanisme. On instaure la taxe d'aménagement, Vincent Scatolin. Oui, monsieur le maire. Vous savez que les collectivités peuvent majorer la taxe d'aménagement. La taxe d'aménagement, c'est une taxe qui est perçue à chaque fois qu'un permis de construire est délivré. Aujourd'hui, depuis novembre 2011, la commune a fixé son taux de taxe d'aménagement à 5%. C'est un taux qui peut aller pour la part communale de 5 à 20%. Et à ce pourcentage de part communale s'ajoute une part départementale qui est fixée aujourd'hui à 2,5%. La taxe d'aménagement majorée peut se justifier et doit se justifier au regard d'une opération d'importance et de coûts d'équipements qui sont à réaliser sur un périmètre dans le cadre d'une opération qui est déterminée. Ce soir, on vous propose d'arrêter un périmètre qui concerne le secteur de la gare, mais un secteur élargi sur lequel pourrait s'appliquer cette taxe d'aménagement majorée. Le secteur dont on parle, il est bordé par les rues suivantes, c'est la rue Voltaire, l'avenue du Montmussy, l'avenue de la Grande Champagne et l'avenue de Genève. Et on retrouve un îlot dans lequel il y a le projet de la gare, que vous connaissez, et sur lequel nous avons également identifié toute une série de parcelles qui sont aujourd'hui occupées par des villas et qui demain peuvent avoir un potentiel de densification. C'est-à-dire que la villa se vend, est vendue à un promoteur qui construit à la place un immeuble. On est typiquement dans le cas de densification au secteur urbain, comme le prévoit aujourd'hui notre PLU. Donc on a souhaité faire une proposition ce soir au conseil municipal de faire porter cette majoration de la taxe d'aménagement sur un secteur plus large que le secteur uniquement dédié à l'espace de la gare. Pour pouvoir mettre en place ce qu'on appelle une taxe d'aménagement majorée, il est nécessaire de répondre à deux critères. Un critère de nécessité, c'est-à-dire d'avoir des équipements importants à mettre en place sur un secteur en lien avec un projet d'aménagement. Sur le secteur de la gare, vous connaissez le projet des équipements publics. Je vais détailler quelques points ce soir. C'est notamment la création de nouvelles voiries, la mise en place d'un quai de promenade piéton au cœur du projet, le renforcement des réseaux d'eau usée, d'eau potable et d'eau pluviale, la création d'espaces publics piétons, c'est-à-dire des rues, des petites venelles et des rues sur ce secteur, le réaménagement des parcs, la réalisation d'un parking souterrain, la réalisation d'un hôtel de ville et d'un local de police municipale notamment. Donc, au regard de l'ensemble de ces équipements, qui ont été estimés aujourd'hui dans les documents que vous avez reçus en environ 46 millions d'euros, une part du projet du secteur peut assumer en fait ce montant des équipements pour un montant de 19 millions. En fait, ces 19 millions seront à la charge de l'aménagement propre du secteur de la gare. C'est-à-dire que sur l'ensemble du périmètre, on est sur un montant de 46 millions et la gare pourrait permettre le financement de 19 millions. Alors, on pourrait imputer à la gare 19 millions de ces montants de travaux. Tout à fait. Donc, il vous est proposé aujourd'hui d'augmenter la taxe d'aménagement de 5 à 20%, ce qui est représentable pour la commune des recettes supplémentaires, qui pourraient osciller entre 10 et 13 millions selon les hypothèses hautes ou les hypothèses basses
de nos estimations, alors qu'aujourd'hui, la taxe d'aménagement fixée à 5% représenterait les recettes communales aux alentours de 3,4 millions. Donc dans l'hypothèse haute, l'instauration de la taxe d'aménagement permettrait à la commune d'obtenir 10 millions supplémentaires au travers de la taxe d'équipement. Pour mémoire, une grande partie des équipements liés à l'aménagement de ce secteur seront également assumés par l'aménageur. En fait, la commune, c'est très simple, elle va vendre ses terrains, elle va valoriser ces terrains dont elle est propriétaire à un certain montant, et viendront se déduire des montants du paiement des terrains, toute une série d'équipements qui seront réalisés soit par l'aménageur, soit par les différents promoteurs. Et c'est le choix qu'on a fait de pouvoir se faire financer des équipements par des opérations immobilières, par les aménageurs, par les promoteurs sur ce secteur de la gare. Donc ce qui vous est proposé ce soir, c'est d'approuver l'instauration de cette taxe d'aménagement majorée en la faisant passer de 5 à 20%. Je ne sais pas s'il y a des questions. C'est un dossier qui a été vu en commission finance aménagement. Alors, Jean-Louis Laurent. Alors, c'est pas véritablement une question, c'est une simple observation que j'ai d'ailleurs déjà faite en commission d'aménagement. Quand on dit que ça va permettre à la commune de récupérer 10 millions, là je m'inscris en faux parce qu'en fait, ce que la commune va toucher au niveau de la taxe d'aménagement, c'est autant qu'elle ne touchera pas en prix-temps, puisque l'aménageur, il faut bien savoir qu'il tient compte dans son prix à la fois du prix du terrain, mais également des charges qui l'accompagnent. Donc de toute façon, on votera pour, parce que de toute façon, je pense qu'il faut le faire, mais il ne faut pas aller s'imaginer que ça va être 10 millions d'économies pour la commune, parce que d'un côté, elle va encaisser sa taxe, et d'un autre côté, elle vendra son terrain moins cher. Et on peut me dire ce qu'on veut, mais c'est bien la réalité comme ça que ça se passe. C'est pas, on peut bien dire aussi qu'on le fait porter au promoteur, en fait, on le fait porter au propriétaire, on le fait porter au propriétaire du terrain, cette taxe. C'est mathématique. Voilà, c'était la seule observation que je voulais faire, mais je pense qu'il faut quand même qu'on en soit bien tous conscients. Alors, Vincent Scatola. Alors, il y a je ferai la même réponse qu'en commission. En fait, le foncier, dans une opération immobilière, il est soit porté, les taxes liées au foncier sont soit portées par le vendeur du terrain, qui réduit son niveau de terrain, son niveau de prix en négociation avec le promoteur, soit le prix, il est porté par le prix de sortie des appartements. Et il y a une part du prix de sortie qui correspond à l'acquisition du foncier, aux taxes liées à l'acquisition du foncier, aux travaux liés aux appartements. Donc oui, alors là où on diverge, je ne suis pas persuadé que c'est la commune qui négociera moins cher ses terrains parce qu'elle a une taxe d'aménagement supérieure. On verra à la fin des négociations qui de nous deux a raison. L'autre point important, c'est qu'aujourd'hui, on se donne aussi une base de négociation d'un partenariat urbain, d'un projet urbain partenarial, d'un PUP, avec le promoteur sur un montant plus important. C'est-à-dire que pour négocier, il y a deux solutions pour les collectivités quand il y a un permis de construire. C'est soit de toucher la taxe d'aménagement, soit de négocier un PUP. Un PUP, ça permet souvent de négocier plus de financement pour la réalisation d'équipements, une classe d'école, la réalisation d'une route. Voilà. Et la base de la négociation du PUP, c'est souvent la taxe d'aménagement pour une collectivité. C'est-à-dire que si on a une taxe d'aménagement à 3 millions, la base le début de la négociation avec le promoteur va se situer à 3 millions. Si on a une taxe d'aménagement qui peut nous rapporter jusqu'à 13 millions, à ce moment-là, le début de la négociation avec le promoteur, il sera à 13 millions. Donc je pense que ça permettra à la collectivité de mettre en place cette taxe d'aménagement majorée, d'avoir de meilleures bases de discussion, ou des bases de discussion plus hautes, pour se faire financer encore plus d'équipements, ou se faire mieux financer des équipements par les promoteurs qui interviendront sur le quartier de la gare. Vous ne m'avez pas convaincu, mais ça n'a pas d'importance. Que ce soit une taxe d'aménagement ou un PUP, de toute façon, c'est quand même le propriétaire du terrain qui paiera. Et le propriétaire du terrain, c'est la commune. Donc ça ne change rien, mais on peut le faire, ça ne me dérange pas du tout. Ce que je vous redis, je vous ai répondu, on n'a pas la même analyse et on verra ça très rapidement quand on va dire. On verra ça de toute façon déjà en avril, la proposition. Comme nous l'a fait remarquer le maire à la dernière réunion,
c'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses. Là, on les comptera à ce moment-là. Je ne vais pas citer le maire, mais vous l'avez fait à ma place, donc c'est très bien. Ah oui, mais... Déjà, on aura cette discussion au mois d'avril, lorsque le conseil municipal sera appelé à choisir l'aménageur. Il y a des chiffres qui seront articulés sur un montant de participation aux équipements des aménageurs et sur un montant d'acquisition des terrains par l'aménageur. C'est quand on va discuter du prix d'acquisition du terrain qu'on pourra effectivement... Tout à fait. Voilà, ce que dit très justement Vincent Scatolin, c'est que la valorisation de nos actifs sur le quartier de la Gare, c'est une taxe d'aménagement. En face de cette taxe d'aménagement, il y a souvent des aménagements qui sont pris en charge par la collectivité de cet financement. Et puis en plus de cette taxe d'aménagement, il y a la valorisation des terrains. Et c'est vrai que la valorisation des terrains tient compte de la taxe d'aménagement. Plus elle est élevée, plus le partenaire va dire, attendez, vous me vendez un terrain, allumez les charges de jour. Donc voilà. Il faudra, c'est vrai. La référence, pas souvent, c'est l'affaire sur l'ancienne salle des fêtes, où la négociation est de 1250 € du mètre carré, tout compris, le chaude sur le terrain. Alors on ne sera sans doute pas à ces niveaux-là, parce que le marché a un peu évolué. Mais je pense qu'on peut s'en approcher. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que les contacts que nous avons aujourd'hui avec les promoteurs qui ne cessent de défiler pour nous demander des renseignements sur ce dossier, et laissent entendre qu'il y aura une concurrence à la hausse. À ce niveau. Voilà, d'autres observations? Oui. Oui. Vincent, vous étiez venu en commission des finances nous présenter cette table. Et j'aurais aimé savoir comment vous calculez vos 10 millions ou vos 13 millions. Je crois que vous avez dit qu'il y avait, au niveau national, 7 niveaux de base d'imposition pour pouvoir calculer ces chiffres. Parce que donner des chiffres 10 à 13 millions comme ça, c'est un peu court. Alors, pour calculer la taxe d'aménagement, en fait, c'est une valeur forfaitaire qui est appliquée à la surface de plancher dans le cadre d'un permis de construire. Et c'est sur cette valeur forfaitaire, par exemple, vous construisez une maison de 200 mètres carrés, la valeur forfaitaire pour les logements, c'est 705 €. Vous définissez un montant auquel vous appliquez le pourcentage de la taxe, et c'est ce qui vous donne le montant de la taxe. Donc pour les questions d'habitation, de commerce et d'hôtel, la valeur forfaitaire, elle est fixée en 2015 et au niveau national à 705 €. Sur les valeurs forfaitaires nationales. Sur les autres, je peux vous donner d'autres exemples. Par exemple, une éolienne de plus de 12 mètres de hauteur, c'est 3 000 € par éolienne. Une piscine, c'est 200 € par mètre carré. Une habitation légère de loisirs, c'est 1 000 € par emplacement. Donc il n'y a pas 7 niveaux, et si, en fait, ça dépend de l'objet. Type d'aménagement, catégorie d'aménagement. Et ensuite, il y a une valeur forfaitaire fixée pour ces 7 catégories. C'est 7 types d'aménagement. Vincent Scatolin, aujourd'hui, on a une taxe d'aménagement qui va rapporter environ 13 millions. Comme ça, sans garantie, pour répondre à Jean-Louis Laurent, le prix du mètre carré est estimé à combien par rapport aux cessions qui se font actuellement, aux projets qui se font actuellement sur l'immeuble? Alors, si on parle en prix de terrain, on est dans un prix qui va osciller entre 500 et 650 € du mètre carré, environ sur ce secteur. En prix de terrain. Que vous ajoutez à la taxe d'aménagement ou vous retranchez la taxe d'aménagement? On ajoute en l'état actuel la taxe d'aménagement. Et l'opération se fait sur combien de mètres carrés à peu près? La commune, en fait... J'ai fait le calcul, ça ferait 117 000 mètres carrés. Alors, juste pour répondre à monsieur le maire avant, après par réponse à Stéphano, on a à peu près aujourd'hui 6,7 hectares sur les 9,2 hectares du périmètre de la gare. Aménagé. Donc on est sur environ 67 000 mètres carrés de terrain. Alors si on estime entre 500 et 650 €, on est entre 35 et 50 millions globalement. Auquel vous ajoutez les 13 millions de taxes d'aménagement, donc sur l'ensemble, les recettes, c'est entre 60 et 70 millions d'euros, qui vont être compensés par les notamment des parkings, etc. Je pense qu'il faut, de toute façon, il faut raisonner en prix au mètre carré plancher. Et il faut savoir aussi que le prix au mètre carré plancher
il n'est pas le même pour de l'habitation, pour la salle d'exposition, pour etc. Donc là, les calculs que vous faites, ils me paraissent bien optimistes. Je souhaite que ce soit, qu'ils soient justes, mais pour ma part, je les trouve très, très optimistes. C'est des calculs faits à la louche. Et tout à l'heure, vous parliez de la mairie, de la salle d'exposition. Tout à l'heure, vous parliez de la mairie, de la salle d'exposition. On sait que ils sont compris aujourd'hui dans les équipements qui figurent dans le tableau, dans le montant du tableau, mais demain, la mairie, on sait qu'elle viendra dans un deuxième temps avec un financement qui lui sera propre, et il en sera pareil pour la salle d'exposition. Donc on peut sortir ces deux équipements. Aujourd'hui, c'est difficile de donner une estimation en phase de consultation sur ces deux équipements, mais ça va quand même enlever une grande part des équipements financés par l'opération. Très clairement, la mairie, Laurent, ici on est installé depuis 25 ans maintenant. Je rappelle que l'installation était provisoire, la mairie devait se délocaliser, enfin, se relocaliser son service. Voilà. Et nous, à l'époque, on a considéré qu'installer la mairie, ce n'était pas une priorité. On préférait investir ailleurs. Et donc, ce que dit Vincent Scatolin, il a raison, c'est que en sorte que la cession du terrain sur lequel nous sommes aujourd'hui soit concomitante avec la construction de la mairie. On ne peut pas financer. Et il en est de même sur la salle d'exposition. Là, aujourd'hui, on a à la recherche d'une fondation qui pourrait non seulement prendre en charge une partie de l'investissement, mais qui pourrait surtout gérer. Parce qu'une fondation, elle fait des expositions, elle organise, on met place de ce qui serait une bonne chose. Et donc, voilà. Il faut attendre, vous avez raison. Il faut attendre avant d'arriver. Grosso modo, on en est là. Mais quand je compare avec le reste du budget, en Vincent Scatolin, on est entre 50 et 60 millions d'euros, ça ne me paraît pas complètement erroné. Mais il faut attendre d'avoir en face de nous un interlocuteur qui accepte ce prix-là. Le seul élément d'optimisme, c'est qu'aujourd'hui, ceux qui ont accepté les financements de l'ordre que nous indiquions tout à l'heure sont encore présents sur ce dossier. Ils disent que ça a marché sur d'autres opérations. On pense que ça ne marche pas aussi sur celle-là. Mais il faut attendre de connaître le promoteur et le terme d'une négociation. Les promoteurs, en fait, c'est l'aménageur qui va acheter tout ça. Et c'est l'aménageur qui va procéder à des Pas d'autres questions, Jean Di Stefano? Je suis allé au secrétariat général et j'ai regardé le tableau détaillé des coûts des équipements. Vous pourriez bien m'expliquer ce que c'est, le principe de proportionnalité? J'essaie de vous l'expliquer. Donc en fait, c'est tous les équipements liés au périmètre défini. Donc par exemple, dans le tableau qu'on vous a donné, il y a ce qu'on appelle le total voirie, dans la première partie du tableau. Et en fait, le total voirie comprend des projets qui sont extérieurs, des projets de voirie, de requalification de voirie ou d'aménagement de voirie, qui sont extérieurs à l'aménagement du secteur gare, le périmètre qui fait partie des gares. Donc on a décidé de faire porter des pourcentages sur la partie qui peut être liée au secteur gare, et ensuite le reste qui est financé par des opérations qui n'appartiennent pas au secteur gare. Et c'est là-dessus où la proportionnalité se détermine. Mais quand je vois place publique, 4 millions à 50%, le 50%, vous l'avez estimé comme ça ou c'est vous savez ce qui va se faire à côté et qui pourra... On sait c'est ce qui va se faire à côté et ce qui va dépendre. Par exemple, la place publique, elle va être utilisée à terme, pas uniquement par les gens de l'espace de la gare. Ça va être des places qui vont être aussi utilisées par tous les Divonnais. Donc en fait, on a justifié la proportionnalité de faire moitié financée par l'opération, qui pourrait être financée par l'opération, et l'autre moitié par le reste des opérations de l'ensemble de la ville, où il y a une taxe d'aménagement qui est perçue sur les constructions. C'est un exercice, cette proportionnalité, dans ce cas précis, on est dans un exercice qui est vraiment théorique, pour indiquer ce qui pourrait être pris par l'opération gare et ce qui pourrait être financé par les autres opérations de construction ailleurs dans Divonne. Mais qu'on soit bien clair, le produit de la taxe d'aménagement, c'est un produit qui tombe dans les recettes du budget communal. Il n'est pas fléché sur telle ou telle opération. À l'inverse d'un PUC,
quand on prend un engagement dans un coût, on est sous forme de contrat, et les financements sont liés à la réalisation de travaux. On en a passé un par exemple sur l'opération H2O qui s'est fait près du rond-point des 4 pierres, où il y a 800 000 euros de mémoire qui ont été fléchés sur la réalisation de la route des 4 pierres. Et c'est pour ça que donc sur la salle d'exposition, par rapport à ce que vous avez dit, vous avez mis 0. C'est pour ça. Voilà. Ça sera Tout à fait. géré peut-être par un privé ou une association, ou, etc. Ça ne rien écarter de la gare. Tout à fait. Pourquoi le fait de la construire? C'est des terrains. En fait, le terrain ne rentre pas dans le financement. Parce qu'on va le donner. Pour le moment, le montage, on ne connaît pas sur la salle d'exposition. Donc on peut imaginer si c'est une fondation que la commune fera un apport en terrain. Mais aujourd'hui, c'est difficile de dire si ça va être ce modèle qui va être retenu ou un autre modèle. Et dernier point, j'ai été agréablement surpris de voir qu'il y avait un équipement scolaire. Parce qu'au début, il me semblait qu'on n'en parlait pas trop. Et là, je vois qu'il est estimé à 3,2 millions à peu près, pour un certain nombre de classes, que j'ai vu également dans le dossier. Donc, en fait, c'est l'impact du projet sur les besoins scolaires à faire, et du projet de l'ensemble du périmètre. on s'en réjouit. On l'avait jamais précisé, mais on y avait toujours pensé. Et ça va mieux en le disant. C'est un mieux hein, de le dire. Et surtout des. Et on les dit. Ça ne veut pas dire forcément que le projet scolaire se passe. Ah non, c'est des financements. En fait, c'est ce qui justifie, dans le tableau que vous avez sur la taxe d'aménagement majorée, c'est le coût de l'impact du projet sur les établissements scolaires permet de justifier la taxe d'aménagement majorée. Ce qui est sûr, c'est que si les chiffres qui sont annoncés par Vincent Scapelin et sur la taxe, sur le prix du mètre carré et sur les équipements en face avec les différés d'investissement, il vous reste une marge de désendettement. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, je voudrais justement réagir là-dessus, parce que si c'était sûr, je serais ravi. Je ne suis pas sûr du tout qu'on ait une marge de désendettement sur le projet. On avait regardé dans le détail les équipements publics prévus liés au quartier de la gare, au sens large. J'avais mémoire, le payant a chiffre plutôt proche de 60 millions d'euros que 46, tel qu'il a été indiqué ce soir. Mais on ne met peut-être pas la même chose dedans, peut-être des choses qui avaient été imputées sur le projet. En gros, j'avais en tête une soixantaine de millions d'euros et je pense qu'on est encore une fois dans des estimations, des choses qui vont se construire en 10 ans. Il y aura sans doute des plus-values d'ici 10 ans. Quand je vois effectivement qu'on fait rapidement une édition à tout de passe-passe en disant on prend les mètres carrés qu'on a en surface au sol, on rajoute les 13 millions de la taxe et on arrive à 60-70 millions, j'ai peur qu'on soit peut-être allé un peu vite avec les paquets de millions. Parce qu'effectivement, si on a 60 millions d'investissements et qu'on a 60 millions de recettes, on a quand même un risque d'erreur qui est important. Et je ne vois pas de marge de désendettement d'ailleurs. Donc effectivement, le tour de passe-passe que je vois ce soir, c'est de dire globalement on prend le prix du mètre carré du terrain, on rajoute les 13 millions. Comme le soulignait Maître Laurent, c'est pas ça la réalité, puisque le prix du mètre carré est impacté par le coût de la taxe. Donc on ne fait pas 35-50 millions plus la taxe, mais la taxe elle vient bien en moins, puisque il ne faut pas payer deux fois, ni l'aménageur ni les promoteurs. Donc je ne suis pas certain que le projet ni s'autofinance pour la commune, ni permette une marge de désendettement. Alors, très clairement, si vous n'arrivez pas à autofinancer avec 6 hectares en centre-ville de Divonne, c'est à n'y plus rien comprendre. Ce sont les chiffres qui ont été évoqués ce soir, moi j'en ai pas inventé d'autres, les 60 millions... Si je peux juste terminer, je pense qu'un excès de pessimisme, même quand on est dans l'opposition, il n'y a pas de bonne loi dans ce genre de dossier. Il n'est pas interdit aussi d'être heureux, de se dire, finalement, les choses peuvent assez bien se passer. Quand vous dites, mais il va y avoir 60 millions d'investissements, on vous l'a dit tout à l'heure, vous y mettez dedans la mairie, vous y mettez dans la salle des fêtes, vous y mettez dedans toute une série d'équipements qui ne seront pas forcément réalisés ou qui ne seront pas supportés par la commune. C'est un simple exemple. Quand on parle des cinémas, on raisonne, ils sont dans les investissements, en faisant une propriété communale. Les murs sont communaux. Et si vous avez un exploitant, qu'est-ce qui vous interdit de négocier avec l'exploitant qui soit propriétaire des murs?
Aujourd'hui, vous avez des groupes qui achètent 2 ou 3 cinémas, qui les financent. Nous, on les a mis dans les investissements, etc. etc. Donc, comment ils ont été enlevés, ils ont été rajoutés, c'est une discussion au sujet. Mais les cinémas, ça fait partie des équipements publics. La mairie, pas dans les 46. la mairie, monsieur Augustin, il est sur 60. Et dans les 60, quand le chiffre de 60 a été indiqué, il y a les cinémas. Donc, voilà, il y a la question de la mairie. On vous explique que pour l'instant, la mairie, on vous explique que la mairie, il n'y a pas de question de la construire actuellement en l'état, qu'il faudra jumeler avec cette opération ici. Donc, là où vous avez raison, c'est quand vous dites qu'il faut attendre la fin des négociations. Mais très clairement, si vous n'arrivez pas à équilibrer en centre-ville de Divonne, aujourd'hui, une opération sur 9 hectares, dont 6 feront l'objet d'aménagement, alors, totalement, ce qu'on fait partout ailleurs en France, on n'arriverait pas à le faire ici. Voilà. Je voudrais modérer votre pessimisme, monsieur Augustin. Moi, j'ai pas envie d'être hyper optimiste avec les millions des Divonnais. C'est de l'argent public, c'est de l'argent qu'on investit et qu'on engage au nom des Divonnais. Donc, je préférerais effectivement qu'on soit sûr de notre coup avant de partir sur un projet aussi lourd. Enfin, je crois qu'on est déjà parti, donc c'est un peu tard. Et c'est surtout ce que je voulais illustrer ce soir, c'est le tour de passe-passe en disant finalement ce soir on rajoute 10 millions de recettes supplémentaires pour la commune, de désendettement potentiel sur ce quartier de la gare. Concrètement, c'est pas ce qui va se passer. Et c'est pas une question d'être dans l'opposition ou dans la majorité, c'est techniquement, effectivement, la taxe majorée va se déduire du prix du mètre carré du terrain vendu. Enfin, si on n'a pas les mêmes mathématiques qu'on a les autres. C'est qu'il faut se mettre d'accord sur une base, monsieur Augustin. Si nous prenons pour l'habitation les 1250 € ou 1200 €, qui sont la référence du quartier de Pertan, vous êtes en dessous du compte. Vous avez une TA majorée sur le quartier de Pertan? Non. Mais à l'époque, il n'y avait pas cette possibilité. Donc, mais vous êtes à 1200 € d'incidence foncière sur le mètre carré de Chaunes. Vous allez dire, mais les circonstances ont changé, ce que dit souvent Maître Laurent. Le marché est plus aussi porteur, etc. Quand vous négocierez dans 2, 3 ou 4 ans, si vous êtes d'un pessimisme absolu, vous allez dire que c'est la catastrophe, demain la France ça ne marchera pas, la région lémanique va s'effondrer, etc. Et puis vous pouvez mettre un peu plus de mesure dans votre raisonnement, et finalement, les choses peuvent aussi bien se passer. C'est ça que je veux vous dire. Et que si vous négociez le mètre carré de Chaunes pour de l'habitation à 1200 €, comme on l'a négocié sur le quartier Pertan, si vous négociez le mètre carré commercial à 500 ou 600 € comme ça se négocie ailleurs, vous avez des marges de manœuvre qui sont assez confortables. C'est tout. À présent, mettre des chiffres précis aujourd'hui, nous sommes bien d'accord, ça n'est pas possible. Mais si nous sommes dans les chiffres que nous indiquons, je vous le dis, monsieur Augustin, il y aura une marge pour le désendettement. En tout cas, c'est là-dessus que nous avons travaillé. Voilà. Monsieur le maire, j'espère qu'on pourra plus qu'équilibrer quand même. J'espère très clairement. Enfin, je compte sur vous, Jean-Yves Stéphano. Je compte sur vous, mais quand j'entends dire que ça peut être une opération qui n'est pas équilibrée, je veux dire très clairement, c'est impensable. Pas par les temps qui courent, compte tenu de la situation que connaît le Puget et la région. On peut être très mauvais, hein. Monsieur le maire, moi je me réfère juste au bilan des dernières années où globalement la dette s'est active avec l'augmentation de la population. Plus on construit, plus on endette la commune. Et c'est pas juste ma vision, ce sont les chiffres. Plus on a construit dans Divonne ces dernières années, plus la dette a été importante. C'est pas une vision pessimiste, c'est une vision réaliste de ce qui s'est passé, c'est l'histoire. Vous allez me dire, on ne conduit pas avec le rétroviseur, mais en attendant, si on ne s'intéresse pas un peu à ce qui s'est passé dernièrement, on peut quand même mettre une grosse dette, un gros plus dans notre endettement communal. Parce que là on peut faire l'endettement par dizaines de millions. Je ne voudrais pas qu'on trompe l'opinion avec ce genre de raisonnement. En disant, vous construisez, donc ça coûte. La grande différence avec ce qui s'est passé antérieurement, c'est qu'antérieurement, l'essentiel des constructions ne sont pas faites sur des terrains communaux. Là, vous êtes sur un terrain communal. Donc, ce terrain, il vaut un prix. La propriété d'un terrain. Ce terrain, il a un prix. Et la différence avec ce que vous dites, c'est que le prix, quand c'est un terrain privé, c'est le privé qui l'encaisse. Là, c'est la commune qui va encaisser le prix. Ça me paraît assez simple. Et comme vous avez 9 hectares, et que vous allez construire sur 6, ça a une valeur. Et ce que vous explique
Vincent Scatolin, c'est que bien négocier, cette valeur, elle vous permet de payer des équipements utiles à la population livonaise. Hein, c'est-à-dire que vous allez recevoir un prix et payer des équipements publics. À la différence de l'école Guy de Maupassant, vous n'avez pas vendu de terrain pour la payer. Vous l'avez payé de plein fouet. Bon. Là, vous allez encaisser un prix. Et ce prix, vous avez deux possibilités. Donc, vous pouvez demander des équipements publics, soit encaisser le prix, faire des équipements publics sur une maîtrise d'ouvrage public, soit demander à ce que vous soit remis des équipements publics en contrepartie du prix, par le promoteur. Et deuxièmement, outre ces équipements publics, nous pensons que bien négocié, il y aura un résultat. Pourquoi est-ce que quand un promoteur privé fait une opération de construction, il fait une marge et vous ne la ferez pas? Pourquoi vous ne l'affecteriez pas des endettements? Ah, c'est ça la discussion. Mais que l'on soit dans la majorité ou dans l'opposition, on a une vision un peu différente. Je vous assure, non seulement cette opération sera équilibrée, mais qu'elle vous laissera un résultat. Je suis absolument convaincu. Je ne suis pas technicien, donc mais je pense qu'il faut quand même repréciser les choses. Quand il y a des constructions qui sont sur des terrains privés, la commune touche des taxes d'aménagement qui permettent de payer des écoles comme l'école Guy de Maupassant. On est exactement dans la même configuration. La seule différence, c'est quand il y a eu des constructions sur des terrains privés par le passé, il n'y a pas eu d'équipement public mis en place. Je parle essentiellement, qu'est-ce qui a coûté cher sur le projet, ça va être un parking. On remplace un parking par un autre parking. On ne crée pas du stationnement supplémentaire pour Divonne. On remplace un parking qui existait en centre-ville par un autre parking. Valeur ajoutée service pour les Divonnais, c'est à peu près nul. Ensuite, il y a un certain nombre d'équipements publics. La mairie aujourd'hui. Voilà, une salle de cinéma, ça peut être des infrastructures privées. Donc, effectivement, vous comparez les choses qui ne sont pas comparables. Alors, et vous dites trois contre-vérités sur lesquelles je vais essayer de rétablir la vérité. La première contre-vérité, vous dites, mais il y a un parking, il y aura un parking. Et le parking, il fera 3 fois le nombre de places actuelles. Voilà. Hein, vous avez regardé les chiffres, comme moi, il y a combien? 250 places sur l'actuel, grosso modo 250. Et on va être entre, à terme, après la deuxième opération, environ 1000 places. Donc c'est 4 fois la situation actuelle. Donc, ne laissez pas à croire qu'on remplace un parking par un plastique. Disent, aujourd'hui il y a une place de parking, il y en aura 4. Voilà. Et 4, c'est 4 fois ce qu'il y a actuellement. Donc c'est mieux. On est d'accord pour dire que c'est mieux. 1, c'est pas bien. 4, c'est mieux que 1. Voilà. La deuxième contre-vérité, c'est que vous dites, mais vous allez toucher une taxe d'aménagement. Mais monsieur, j'essaie de vous expliquer qu'on ne va pas toucher que la taxe d'aménagement puisqu'on est propriétaire. Et c'est ce qu'essaye désespérément de vous expliquer Vincent Scatolin. C'est que vous allez toucher une taxe d'aménagement plus un prix du foncier. Vous allez toucher 12 ou 13 millions de taxes d'aménagement plus un prix du foncier. En revanche, écoutez bien ce que dit Maître Laurent. Maître Laurent, il vous dit le prix du foncier, il sera un tout petit peu plus faible parce qu'il y a une taxe d'aménagement élevée. Voilà. Mais vous allez quand même toucher un prix du foncier. Et puis troisièmement, vous dites, mais vous allez financer une mairie. Je le redis encore une fois, nous n'allons pas financer la mairie avec le prix de vente des terrains. Nous financerons la mairie le jour où on quittera ces lieux. Aujourd'hui, on est contacté, vous le savez, par des investisseurs qui ont un très beau projet touristique, qui discutent ici et on négociera. Voilà. On n'est pas pressé de quitter la mairie. Le seul problème que nous avons, c'est un problème d'énergie. Ici, on dépense beaucoup de chauffage et on chauffe les alouettes, ce qui est un peu dommage. Mais on n'est pas pressé de faire là, la mairie. Régulièrement, des travaux d'aménagement sont faits pour la mettre aux normes. Voilà. Voilà. Sur ça, j'ai un moment, il faut dire des vérités. Voilà. Il faut se baser sur des éléments certains. Elle est un peu vite parce qu'on se voit pas souvent, alors forcément, il faut faire vite pour... Mais j'ai le sentiment que vous regrettez de ne pas me voir assez. Voilà, monsieur. Non, je suis très content de vous voir en public, ça me suffit largement. Vous pouvez même venir voir en privé, je vous répondrai comme je vous réponds. Votre temps est précieux en ce moment. C'est vrai. Juste pour souligner quelque chose, quand vous parlez du public, on fait 4 fois mieux. Moi, je pense qu'il y a une vraie tension dans Divonne sur le parking. Peut-être que les Divonnais étaient mal habitués de pouvoir se garer à proximité de tous les commerces, à proximité de leur logement. Aujourd'hui, il y a une vraie tension, notamment dans le centre-ville, sur le parking. Vous parliez d'espace perd-temps. Les Divonnais ont du mal à s'approcher des commerces, il y a des difficultés sur ce sujet. Donc dire on va construire, on va avoir beaucoup plus de places de parking sur le papier, c'est vrai. Dans la réalité de ce que sera le quartier de la gare, avec les commerces qui seront sur place, avec les équipements
uniquement public avec les cinémas éventuellement sur la exposition, ce ne sera pas le cas. La réalité, elle ne sera pas celle-là. Ce ne sera pas 4 fois plus de place au service des DVD. Ensuite, je suis très content que vous citiez Maître Laurent vous cite, enfin on est dans l'harmonie parfaite. Donc je suis peut-être allé un peu vite en disant qu'effectivement tout serait financé par la taxe d'aménagement sur le quartier de la gare. J'ai bien fait la part des choses entre la taxe d'aménagement et la vente des terrains, et en soulignant qu'il y aurait en plus sur le quartier de la gare des aménagements publics supplémentaires que j'ai listés. Vous reprenez l'exemple de la mairie en disant que ça ne coûtera rien, etc. On aura, si on vend le terrain sur lequel on est aujourd'hui, on aura une construction supplémentaire, donc un endettement supplémentaire pour la commune, puisqu'il faudra des aménagements publics, au moins des routes, au moins des choses qui vont permettre aux gens qui seront ici de vivre. Et c'est la course en avant. C'est la course en avant qu'on a longtemps pointé du doigt, parce qu'il faut effectivement construire pour désendetter l'étape précédente. Alors, là aussi, vous dites deux énormes contre-vérités, mais je pense qu'à la fin de la journée et à la fin de la soirée, vous aurez évolué. Faute de venir voir, je vais vous donner l'explication en public. Et sur le parking, passer de 1 à 4, c'est pas neutre. Je rappelle d'ailleurs, et Vincent Scatolin vous dira mieux que moi, c'est que les appartements, eux, ils auront des places de parking supplémentaires. Donc ne laissez pas entendre. On pourrait à la limite penser que vous êtes de mauvaise foi, ce qui n'est pas le cas, je ne vous suspecte jamais de mauvaise foi. Monsieur le maire, vous ne m'écoutez pas bien ce soir, parce que quand j'ai cité le problème du stationnement, j'ai parlé des commerces, des équipements, des cinémas, etc. Je n'ai pas parlé de logement. Mais je vais vous expliquer jusqu'au bout, si vous me laissez terminer. Ne laissez pas croire que les appartements vont stationner sur les 1000 places de parking. C'est la première chose. Dans votre prise de position, j'ai senti qu'il y avait un petit doute, un tout petit dérapage. Donc voilà, c'est la première des choses. C'est l'interprétation, monsieur le maire. C'est pour ça que vous devriez venir me voir, comme ça on serait... Et la deuxième chose, c'est que passer de 1 à 4, c'est pas rien. Et multiplier par... mettre 750 places de plus dans un centre-ville, je ne sais pas si vous raisonnez, mais vous prenez les grands parkings lyonnais, et vous vous régatez avec les grands parkings de centre-ville, hein, avec un parking de cette nature. Et évidemment, ces places, elles seront utiles pour le commerce. J'ai un petit doute, donc j'interroge Disponible qui connaît Divonne mieux que moi et surtout depuis plus longtemps. On a quand même un gros doute sur le fait qu'il y ait que 250 places sur l'espace de la. Il y a 250 places, c'est ce qui est indiqué. 250 places aménagées, pas celles qui sont utilisées le dimanche matin. Il y a 250 places sur le parking de l'Écran. Si vous voulez dire 300, dites 300. Il y a 250 places, on part de 2, là-bas c'est 250. Voilà. Et alors l'autre point, où là aussi je pense que vous dites une contre-vérité, mais à la fin de la réunion je pense que vous aurez compris ce que nous voulons dire, c'est que si ici vous vendez pour construire un hôtel, et l'hôtel il effectuera les aménagements nécessaires, c'est quand vous donnerez un permis de construire, il fera ses places de parking. Ah oui, il va falloir construire une route. Si vous construisez un hôtel ici, vous n'allez pas construire une route. La route, elle existe, l'hôtel se branchera sur l'autre, si un jour ça se fait. Donc, là aussi, il y a une vision très pessimiste du monde. Une vision optimiste où vous êtes sur un terrain, il y a un peu plus d'1 hectare, dans le centre-ville, classé en zone AU. La valeur, bon, on a quelques évaluations par les domaines, mais soyez pas inquiets, hein, et vous pourrez non seulement payer une mairie, vous pourrez aussi désendetter la ville avec la vente de ce terrain. Et je voudrais vous rappeler, monsieur Augustin, c'est qu'il y a une constante dans la majorité, et nous avons toujours dit la même chose. Nous avons dit au fil du temps, nous avons constitué des actifs énormes. Et ces actifs énormes vont vous permettre de faire deux choses. D'autofinancer un certain nombre d'investissements, c'est la grande discussion que nous avons avec Jean-Di Stéphano. Il dit mais l'investissement, il faut le financer sur la capacité d'autofinancement. En nous disant il y a une grande partie de l'investissement que l'on peut financer sur des sessions d'actifs. Qu'on fait le quartier de la gare. Hein, vous aurez des cinémas. Vous aurez un commissariat de police municipale, etc. Tout ça, c'est financé sur des sessions d'actifs. Deuxièmement, les sessions d'actifs peuvent vous servir à les endetter. Alors, on peut dire, c'est pas à la hauteur de ce qu'on imaginait. Je vous dis, vous verrez à la fin de la négociation, vous aurez une très très belle surprise. Je suis absolument convaincu par les contacts que j'ai aujourd'hui avec les sociétés intéressées. Monsieur le maire, 2 fois vous avez dit on va avoir du résultat et vous parlez, par la même occasion, on fera un désendettement. Vous savez très bien que c'est 2 choses différentes. J'espère qu'on aura un très beau résultat
sur le quartier de la Gare. En ce qui concerne le désendettement, vous savez qu'il y a des contraintes par les banquiers qui font que ce n'est pas si évident que ça. Mais si on a du cash et qu'on a une dette même conséquente, ça peut un peu équilibrer. Mais techniquement, c'est quand même deux choses différentes. On peut faire un très beau résultat tout en ayant un endettement soutenu et qui reste. Parce que même si vous vendez des actifs, Olivier nous l'a assez dit, la répercussion se fait qu'à l'année N+1. On est d'accord. Là-dessus, on est d'accord. Donc voilà, c'est juste pour bien dire, on peut faire une belle opération, j'espère qu'on la fera. Sur l'endettement, c'est une stratégie différente où il y aura une grosse négociation à faire avec les banquiers. Jean-Yves Stéphano, il y aura une négociation à faire avec les banquiers. Quand vous regardez la situation actuelle d'un certain nombre d'établissements bancaires, vous apercevez que sur les pénalités de remboursement anticipé, vous avez d'énormes marges. On en avait parlé une fois, vous n'étiez pas tout à fait d'accord, moi je vous confirme que c'est fait. Si vous aviez été à la table ronde des finances à l'AMF, beaucoup de vos collègues avaient une tente contre les banquiers. Ils ont une banque contre les banquiers, et beaucoup de Sauf gens... avec les départs. Non, Pardon. les banquiers, mais il y a des marges de manœuvre, il y a des marges de discussion. Voilà, Vincent Scatolin, une observation par Claude-Emmanuel Duchemin. Oui, ce que je voulais rajouter, c'est que en fait, aujourd'hui, on est en train de discuter sur des problématiques de pessimisme. Sincèrement, je veux dire, on est à Divonne, on est capable, là, on est sur un projet qui va permettre de financer et d'investir quand même massivement, qu'on soit par rapport aux chiffres au moins dans les 50 millions. Et c'est quand même quelque chose qui est impressionnant parce qu'aujourd'hui, la plupart des communes n'investissent plus. Donc on est quand même en face de quelque chose qui est fantastique. Et je reprends ce que M. le maire disait, si ça ne marche pas à Divonne, ça marcherait nulle part. Et sincèrement, aujourd'hui, je pense qu'on peut se féliciter d'avoir la possibilité de créer un quartier et de créer des équipements publics qui serviront à tous les Divonnes. Très bien. On est d'accord, donc pas tout à fait. Alors, on est d'accord sur la taxe d'aménagement majorée, puisque Très c'est bien. effectivement un moyen d'avoir une base de négociation différente pour un certain nombre de choses. Je ne partage pas votre optimisme, mais c'est une question de pessimisme, c'est une question de réalisme. Voilà, on va dire 50 millions plus 10, ça fait quand même 60. Par les temps qui courent pour une ville de 8 000 habitants, c'est si mal, non, monsieur le Président. Ceux qui ont acheté les terrains au fil du temps, je ne parle pas que de notre majorité actuelle, on a acheté RFF, on a acheté SNCF, mais nos prédécesseurs avaient déjà acheté. Très clairement, Augustin, ils ont quand même eu les creux, non. Ils amènent un capital de 60 millions pour financer les investissements. Ça ne vous fait pas un tout petit peu Monsieur de le maire, réjouissance propre que M. Duchemin d'ailleurs sur ces investissements publics, les 60 millions, ce pas des investissements qui vont bénéficier à tous les Divonnais. Après, il y a la répartition. Ceux qui n'ont pas de voiture, non, mais ceux qui vont aller se promener, ceux qui vont aller au musée, ceux qui Il y a vont... des ruelles piétonnes, il y a tout dedans. Hein. Il y a les études Ça va être beau, un nouveau jardin public, une salle d'exposition, ça va être beau, monsieur Justin, le monde n'est pas aussi triste que vous dites. La ville de Vécouver, on peut être heureux de vivre. Puis surtout à Divonne, je sais pas, moi J'aime pas quand vous dérapez comme ça. mais je t'ai rappelé, C'est mon attaque personnelle, c'est regrettable. jamais d'attaque Ça personnelle. n'élève pas le débat. Jamais d'attaque personnelle, monsieur Justin. Vous présentez ce dossier de manière négative. Moi, j'essaie de le présenter de manière positive en disant, mais on peut faire quelque chose de fabuleux sur ce quartier. Une salle d'exposition exceptionnelle dans le budget. On peut avoir un stationnement qui règle le point de vue stationnement du vol. Je ne suis pas d'accord, on en parlera. Mais les équipements publics qui nous font défaut, on peut en réaliser une grande partie sans bourse dédiée. Je ne sais pas, moi ça je vous dis, ça me rend assez heureux. Et j'en remercie nos prédécesseurs qui ont acheté au fil du temps, bien conseillés d'ailleurs par les professionnels de la place. Voilà, je ne me moque pas, monsieur Augustin. Je dis simplement que de temps en temps, il faut savoir dire le monde, il n'est pas aussi épouvantable. On entend dire qu'on le lit aujourd'hui, c'est partout. Vous avez quand même une opportunité extraordinaire dans une ville de 8 000 habitants de dégager un résultat. Il ne sera pas à 60, allez, on se met d'accord, il sera à 50. 50 millions d'investissements pour une ville de 8 000 habitants, c'est quand même extraordinaire. Je sais pas, non. Non.
Mais, enfin, je sais pas, je regarde moi ce qui se passe autour de nous. Quand je vois, il n'y a pas plus tard qu'une semaine, le maire de Saint-Genis-Pouilly qui n'est plus capable d'investir, qui ne va pas faire sa piscine. Et je veux dire, aujourd'hui, on s'aperçoit que, je veux dire, à Divonne, on a des investissements qui sont en cours. Je trouve ce côté, on en avait parlé, mais sincèrement, c'est du Divonne bashing. Je veux dire, on est fiers quand même d'être à Divonne et d'avoir des possibilités de faire les choses au centre-ville, de faire vivre cette ville pour les 50 ans à venir. Ce n'est pas le cas dans la plupart des communes. Pour rebondir sur ce qu'a dit Emmanuel Duchemin, c'est vrai que le fait d'avoir en centre-ville 6,7 hectares propriété communale nous permettent d'avoir des financements d'équipements importants et que peu de communes aujourd'hui ont dans leur centre-ville. Enfin, beaucoup de communes du Pays de Gex ont déjà vendu leur foncier, du foncier qui est déjà en centre-ville pour justement se payer des équipements et rattraper leur développement. Ce projet de la gare, il a deux avantages. C'est qu'on est propriétaire, donc on va pouvoir faire des équipements liés pour les Divonniers, un parking, une salle de cinéma, les aménagements du parc, recréer un morceau de ville dynamique et multifonctionnel. Et un deuxième élément, dans le domaine de l'urbanisme notamment, c'est que ce projet va nous permettre de réguler aussi le développement de notre ville de Divonne. On commence à avoir les débats sur le PLU aujourd'hui en termes de commission. On sait qu'on va avoir un taux de croissance de population qui est moins important que ceux qu'on a connus par le passé. Donc ça veut dire qu'on va réduire le nombre de logements qui vont se réaliser sur Divonne et qu'une partie des logements à réaliser, ça va se passer dans le centre-ville. Et du coup, ça veut dire qu'on va aussi pouvoir régler et le rythme et la qualité des constructions qui seront. Donc c'est une double réponse, le quartier de la gare. À la fois une réponse économique par des recettes, par des équipements qui sont financés par les recettes de la vente des terrains qui sont des terrains publics, et deux, par ce projet, on arrive également à réguler, et ça nous donne un discours politique clair de régulation du nombre de constructions, du rythme des constructions et de la qualité des constructions qui se feront dans les 10 années qui viennent. Donc je pense que c'est un atout d'avoir acheté en centre-ville du foncier, de continuer à le faire à travers l'établissement public foncier. On a déjà eu plusieurs fois ce débat au sein de ce conseil depuis 2014, et je pense qu'il faudra à chaque fois qu'il y a une opportunité la saisir et continuer à acheter de manière à pouvoir maîtriser notre développement et de pouvoir réaliser des opérations aujourd'hui, demain ou après-demain, comme celle du quartier de la gare. Et c'est comme ça aujourd'hui que les collectivités arriveront à s'en sortir, c'est en ayant des réserves foncières. Vous connaissez l'état des dotations que connaissent nos collectivités, la diminution des dotations, l'augmentation des contributions des collectivités qui sont considérées comme riches dans les nôtres, les questions liées à la compensation financière genevoise qui sont rediscutées de plus en plus. On peut s'attendre dans quelques années à avoir moins de recettes liées à la compensation franco-genevoise sur notre territoire. Et c'est l'utilisation et la juste utilisation de notre foncier qui nous permettra de continuer à positionner Divonne sur des équipements de qualité et sur un positionnement touristique important. Voilà. Je pense qu'on aura l'occasion de reparler du quartier de la gare avec ses équipements, etc. Moi, je pense que le quartier de la gare, c'est un gros potentiel, mais il faut quand même faire attention de ne pas se tromper, parce que ça pourrait vite devenir une verrue. C'est pour ça que j'ose espérer que dans les échanges qu'on pourra avoir, majorité et minorité, eh bien, on essaiera de faire un beau projet. Je ne vous cache pas que même nous, dans notre liste, on est un peu partagé sur le devenir de ce quartier. On veut bien vous faire confiance, mais il y a une chose qui est certaine, c'est qu'il ne faut quand même pas dire que ça ne coûte rien aux Divonnais, car on va quand même se délester de 9 hectares. Non, mais je réponds sur la partie projet, il ne faut pas que ça devienne une verrue. On se rejoint, Jean-Di Stéphano, on a je crois tous la même ambition dans ce conseil, c'est d'avoir un projet de qualité et un projet qui ne dénature pas la ville de Divonne que vous aimez tout autant que moi. Et je crois qu'aujourd'hui, moi mon objectif, c'est d'avoir un quartier qui se crée où on a l'impression que ce quartier a toujours existé. Et que ce soit un quartier qui soit en connexion, qui soit
en connexion avec les espaces déjà existants et qui permettent d'accroître l'image de bien-être, l'image de qualité de vie que notre commune a auprès de ses habitants, voire à l'extérieur. Donc soyez garantis que je serai vigilant sur cette thématique-là, de l'urbanisme, de la construction, d'éviter que ce soit une verrue, d'éviter que dans 10 ans on dise mais comment ils ont pu signer des permis pareils. C'est ce qu'on fait aujourd'hui quand on voit certains bâtiments qui sont créés il y a 20, 30, 40 ans. Et je ne crois pas que ce soit simplement l'apanage de la majorité. Même des récents. Même des récents. On partagera peut-être le même avis ici. Non, mais ou même des. Et c'est pas l'apanage de la majorité. Là-dessus, je pense que c'est des vrais sujets qu'on devra aborder au sein de ce conseil municipal et ça dépasse les questions d'opposition à la majorité. Très bien. Je voudrais rapidement rassurer monsieur le maire sur le fait que je partage une partie importante de la vie de Vincent Scatin sur le quartier de la Gare, sur l'intérêt que ça représente. Et je crois que je travaille comme les membres de la commission aménagement du territoire à ce qu'on fasse de ce quartier une réussite pour Divonne avec toutes les questions qui sortent quand on évoque ce projet. Non, simplement, et parce que j'entends un peu l'autosatisfaction côté liste majoritaire en disant à Divonne on investit, on est heureux. Vous êtes passé récemment par l'avenue de Genève, vous êtes rentré dans cette avenue qui est à moitié terminée. Vous êtes allé récemment dans les tribunes de l'hippodrome, vous êtes allé à la piscine cet été, dans laquelle il y a eu quelques investissements faits mais qui sont loin d'être suffisants pour mettre à niveau. Vous allez tenir vos engagements de campagne sur le village des associations, vous allez tenir vos engagements de campagne sur le centre nautique, parce qu'en termes d'investissement, on est quand même loin du compte. Alors, sur la ville de Genève, là aussi, monsieur Augustin, je sais pas, C'est toute vérité. non. Elle n'est pas à moitié terminée. C'est deux tiers. Putain, si vous me laissez juste dire, parce que si vous n'écoutez pas ce qu'on vous dit, vous persévérez dans l'erreur, c'est dommage. Vous ne pouvez pas Oui, tenir vous savez, c'est l'intérêt d'une opposition. Vous connaissez ça dans d'autres assemblées où effectivement avoir une opposition, ça peut des fois aussi ouvrir les yeux. Donc n'essayez pas simplement d'éduquer votre opposition, essayez aussi de prendre ce qu'on peut vous apporter. Mais on le prend, et vous noterez que je vous écoute beaucoup mieux que M. Valls le montant à l'Assemblée. Voilà. Non, ce que je veux dire, monsieur Augustin, c'est quand vous dites, mais l'avenue de Genève, c'est inadmissible, elle n'est pas terminée. Enfin, vous avez raison, mais vous ne pouvez pas nous dire ça, puis en même temps nous dire vous avez trop investi, parce que si j'avais fait la deuxième partie en même temps que la première, vous auriez 1 million d'euros de dette de plus. À un moment, je veux dire, quand vous dites quelque chose, il ne faut pas raisonner sur l'instant, il faut raisonner en vous projetant un peu. Et c'est faisable, de réfléchir pour se dire, voilà, si je dis ça, qu'est-ce que ça veut dire réellement? Quand vous dites ça, ça veut dire qu'il y aura 1 million de dettes de plus. Et vous nous reprochez déjà d'un rang. Je dis, monsieur, qu'il ne faut pas faire d'autosatisfaction et donner des leçons en matière d'investissement. Mais moi, je ne fais pas d'autosatisfaction. Ça fait 25 ans qu'on investit énormément dans la ville et qu'on a priorisé l'investissement. Je crois qu'il faut continuer encore. C'est pour ça qu'on fait l'opération du quartier de la Gare et qu'on va affecter le quartier de la Gare pour l'essentiel à l'investissement. Parce que la facilité, ça serait de dire, vous vendez les 6 hectares, vous n'avez plus de dette à Divonne. Si vous faites ça, vous n'investissez plus. Et je trouve que ça serait dommage. Donc je suis d'accord avec vous, voyez, là-dessus. Et la deuxième chose que je veux dire, c'est que oui, j'entends souvent parler de l'hippodrome. Oui, j'entends souvent parler de la piscine. Mais vous avez là 2 équipements qui ont été construits sur subvention publique. L'un avec le plan piscine, et l'autre par des crédits spéciaux du ministère de l'Agriculture. Tout ça, ça a été construit il y a 40 ans, une cinquantaine d'années. Comment vous faites quand vous avez des équipements qui vieillissent? Et la France entière a ce problème. Les collèges qui vieillissent, des lycées qui vieillissent, ça se passe sous le contrôle du conseil départemental qui a le problème avec les collèges. Et ça, c'est ça. Allez à l'hippodrome, on y organise des courses. Le nombre de spectateurs augmente. Le PMU accepte d'organiser des courses premium, ce qu'il ne faisait pas il y a 30 ans, il le fait maintenant, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que cet équipement, il est fonctionnel pour organiser des courses. Alors oui, il a vieilli. Au même titre que quand vous avez une maison ancienne, une ville ancienne, oui, ça vieillit. Et la piscine, c'est exactement la même chose. La grande différence, c'est qu'il fut un temps où les piscines étaient financées par le Fonds national du sport, le FNDS, le ministère des Sports, et qu'aujourd'hui, le FNDS n'a plus un sou. Il ne finance plus l'équipement sportif. Voilà. On a le problème, vous comme nous, d'équipements qui ont vieilli. Et ça, à ma connaissance, nous ne sommes pas la seule commune. Voilà, pas d'autres observations? Non.
on a été exhaustif sur ça, nous en est loin, la taxe d'aménagement du système de la. On peut passer au vote. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Tel n'est pas le cas, tout ça pour ça. Voilà, allez, soyons sérieux. Maintenant, c'est la convention entre l'Office du tourisme et d'Yvonne. Eh bien, je regrette que M. Céline n'ait pas été là parce que j'aurais aimé qu'elle présente la délibération. Elle a travaillé sur le dossier à la commission de l'économie. Et on s'est mis d'accord sur un texte. Je ne crois pas qu'il y ait de grandes divergences désormais sur le texte. Il les a élus entre vous tous. Vous avez fait part des observations. Je ne sais pas si vous avez encore des observations à faire aujourd'hui. John Burley, elle est bien cette convention pour l'Office du tourisme? Oui, c'est en effet c'est la continuation, mais le renforcement. Ce que l'Office du tourisme et les autres communales sont en train de faire depuis pas mal d'années maintenant, mais je crois que les résultats en général sont bons. Les chiffres pour le développement de la promotion touristique sont en augmentation, mais on est en train d'utiliser les atouts dévoilés dans une façon, je crois, acceptablement. Le lac, l'équipement sportif, le centre, le service culturel, le marché du dimanche. Donc, cette convention, c'est dans cette continuation et le renforcement de l'action mise en œuvre depuis quelques années. Mais il y a une autre remarque, monsieur le maire, c'est que les attentes sont considérables. D'abord, il y a la possibilité de changement de l'organisation touristique dans le pays de Gex, qui faut être vigilante pour ça. Mais aussi, c'est extrêmement important que tous les acteurs intéressés dans le secteur, la mairie, l'Office du tourisme, les hôteliers, les commerçants, les services culturels, travaillent étroitement ensemble afin que les objectifs assez ambitieux de cette convention soient réalisés dans les années à venir. Merci. Je peux prendre deux sujets sur l'organisation touristique. On a une discussion actuellement avec la communauté de communes. Et le problème, il n'est pas tellement à Divonne. Hein. Et à Divonne, on est désormais organisé. L'Office du tourisme fonctionne bien. On est satisfait de la manière dont il est géré désormais. Les comptes sont équilibrés. On n'a plus des éternelles discussions en fin d'année où il fallait rajouter pour équilibrer les comptes. Donc aujourd'hui, l'Office du tourisme fonctionne bien. Et le problème, il est dans l'organisation touristique du pays. Où faut-il mettre un office de tourisme central s'il n'est pas à Divonne? Faut-il qu'il soit à Ferney? Faut-il qu'il soit à Gex? Faut-il qu'il soit à la montagne? Et le problème, il est gessien. C'est que si le comité de communes décide d'absorber l'office de tourisme de Divonne, il doit prendre en charge les financements afférents et ça lui pose un problème. Donc il faut qu'on discute de tout ça encore. La ligne de la discussion que tient Vincent Scapelin, Véronique Baud, qui préside au destin touristique du département à travers les outils départementaux et notamment à travers le comité départemental du tourisme. Et la ligne que nous avons, c'est le développement touristique. Il ne s'agit pas de préserver un précaré, il ne s'agit pas d'avoir peur de telle ou telle réforme qui pourrait survenir demain sur la taxe du séjour, sur le PDG, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est ne pas affaiblir les points forts du Pays de Gex en matière de tourisme, le château de Voltaire, le port des Cluses et d'Yvonne-les-Bains dans le concept général, à travers la mise en place d'un office du tourisme, d'une nouvelle organisation touristique. C'est ça la question. Et le deuxième sujet, je suis entièrement d'accord avec vous, mais là aussi je dois saluer les efforts qui ont été faits par l'office du tourisme, c'est que désormais, à l'office du tourisme, on travaille tous ensemble. Je constate que les termes sont là, que le casino, l'on dit parfois être en délicatesse avec la commune, est là, qui présente des projets, qui donne son avis, que le château, etc. Les majors de l'activité touristique sont ici, les hôteliers, les agents économiques. Et ça, c'est un succès de tous les représentants à l'office du tourisme. Désormais, on se parle, on discute, on a des projets communs. Je trouve que c'est une bonne chose. Ça n'a pas toujours été le cas. Et ce n'est pas le cas partout ailleurs en France. Dans les offices du tourisme, parfois les sujets sont un peu brûlants. Ici, ça se passe à ma connaissance, pour toucher du bois. Ça ne dure jamais éternellement, le consensus. Ça se passe bien. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Moi, je suis super optimiste. Oui, Vous
Mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous dites, même si je ne suis pas un spécialiste de l'Office du tourisme, il y a quand même des choses qui me sont remontées, et je voudrais vous poser quelques questions là-dessus. La première, c'est que donc cette convention est effective à partir du 1er janvier. Toutes les années, au 1er octobre, l'Office du tourisme devra présenter sa politique de manifestation, etc. On est bien d'accord. Donc, ça va jouer sur 2016. Dans la politique touristique de Divonne-les-Bains et dans la Convention, il y a 7 points importants qui sont assez classiques. Mais il me semble qu'il y en a un à Divonne qui a été rajouté, c'est l'animation touristique événementielle et courante. Et il me semble même que depuis quelques jours, il y a un poste qui a été dédié à cette, comment dirais-je, à cette mission. Merci, à cette mission. Donc ma question est la suivante. Aujourd'hui, on demande à vos collaborateurs, aux agents territoriaux de faire des efforts particuliers. Et là, on va demander à l'Office du tourisme d'assurer un salaire, d'assurer une animation supplémentaire pour 2016. En soi, pourquoi pas, mais il me semble que quand il y a une dépense, il y a une recette. Et la recette, où est-ce qu'on la trouve? Est-ce que sur le budget 2016, on va la positionner? Car pour faire tourner l'Office du tourisme, il me semble que c'est une subvention de la mairie. Alors, je vais reprendre sur 3 points particuliers. La première question, c'est une question de fond. Et quand on interroge les agents économiques de Divonne, quand on interroge les curistes qui fréquentent la ville, quand on interroge les commerçants, il ressort des questionnaires qui nous sont retournés un besoin d'animation. Je parle sous le contrôle de Séverine Limon. On a fait un questionnaire qu'on a adressé aux commerçants. Je crois que l'animation, c'était le premier sujet abordé par les commerçants. Quand on interroge les hôteliers, ils disent exactement la même chose. Je rappelle que ça, ce questionnaire, il y a 8 mois, 6 mois, je ne me souviens pas, une dizaine de mois, bref. À la vue de ce questionnaire, j'ai décidé, parce que ce service est rattaché au cabinet du maire, de supprimer un poste communication et de le transformer en poste animation. Et très clairement, au départ de Bénédicte Guillaume, on n'a pas remplacé le poste à l'animation, à la communication, on a dit à la communication, on va faire un peu. Et c'est là où on a fait le recrutement dont on a parlé. C'est un choix politique. C'est que je suis convaincu qu'à travers une bonne animation, on fait une bonne communication. L'image de la ville, la communication de la ville extérieure, par les commerçants, par les gens qui fréquentent la ville, peut s'appuyer sur les animations. Ce que j'avais dit, c'est qu'il y a des animations que l'on peut réaliser sans que ça coûte au budget municipal. Et c'est ce qu'on a démontré cette année dans l'animation d'été. La totalité des animations d'été ont été faites avec des partenariats avec le privé. On trouve l'orchestre, on l'installe et on fait financer par les commerçants. Au même titre qu'il y a encore un certain nombre d'animations qui vont arriver jusqu'à Noël, qui ont été conçues par l'animateur qui nous a recruté, qui ne vont pas coûter à la collectivité. Les fêtes de Noël, je les finance. Donc, la volonté politique, on s'est peut-être mal expliqué à l'époque, la volonté politique c'était ça. C'était de dire, dans toutes les villes de France, on réalise des animations sans que ça coûte aux contribuables. Ce sont des partenariats. Et il y a eu, je crois, cette année, une quarantaine d'animations. J'aurai le rapport cette semaine sur mon bureau, je vous le communiquerai. Et il y a eu, entre guillemets, un grand nombre d'animations qui n'ont pas coûté aux contribuables. La deuxième chose, c'est qu'il n'était pas souhaitable que cette activité d'animation, elle reste dans le giron de la commune. Les offices du tourisme, quand vous examinez les analyses qui sont faites sur les offices du tourisme, beaucoup d'offices du tourisme en France exercent des activités d'animation. À Divonne, ça a été le cas. À une époque, on avait ces activités d'animation. Un
des problèmes que nous avons connus, c'est que le coût de ces animations dérapait et que c'était une des raisons pour lesquelles, en fin d'année, nous étions obligés de rajouter des financements à l'Office du tourisme. Et c'est une des raisons, on ne dit pas la seule raison, mais c'est une des raisons pour lesquelles ils ont supprimé cette mission de l'Office du tourisme. On l'a fait après une étude d'Altimax, et dans la convention que nous avons faite après l'étude d'Altimax, on n'avait pas mis l'animation, sauf 3 ou 4 animations importantes, Normandie, fête de Noël, et puis, je ne sais pas, bref, et fête du lac. Et aujourd'hui, on redonne une mission à l'Office du tourisme et on transfère le poste qui est communal, on transfère via l'Office du tourisme, la commune arrête et l'Office du tourisme récupère le poste. Et l'année prochaine, pendant la saison d'été, vous aurez les mêmes animations que cette année, sans doute un peu plus, parce qu'on s'y prend un peu plus tôt, j'espère qu'on va monter à 70 animations dans la période d'été, qui seront cette fois portées par l'Office du tourisme. Donc voilà, je voulais vous rappeler ça. Sur le fond, voilà pourquoi nous l'avons fait. Sur la forme, voilà pourquoi aujourd'hui ce poste appelle le troisième question sur le financement. Vous l'avez noté, nous avons délibéré pour augmenter la taxe de séjour. Je rappelle que les recettes de l'Office du tourisme, c'est une subvention communale, 300 000 €, et le transfert intégral de la taxe de séjour qui est perçue par la commune et qui ensuite est rétrocédée à l'Office du tourisme. Donc on ne sait jamais à quel montant elle s'élève. C'est toujours un peu compliqué parce qu'il y a des variations et là où je ne suis pas très satisfait, c'est qu'on ne sait pas à quoi tiennent ces variations. Et a priori, ça ne tient pas à la variation de la fréquentation touristique. Ça tient au rythme d'encaissement de la taxe de séjour, si j'ai bien compris. Ce qui est assez agaçant. Hein, c'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, moi j'avais suggéré qu'on fasse une taxe de séjour forfaitaire. La taxe de séjour forfaitaire est assise sur l'immobilier à vocation touristique, capacité d'hébergement, vous mettez un taux au point final. On m'explique que beaucoup de collectivités qui l'avaient mis en place en marche arrière, etc. Bon, clairement, à un moment, il faut faire un choix, et cette année, on décide finalement de maintenir la taxe de séjour réelle. Ça fait une bonne chose, mais... 2015 ou 2016 Sur 2016. Bref, toujours est-il que cette pour l'instant, je sais pas, c'est ce qui sera proposé. Il n'y a rien à proposer puisqu'il n'y a aucun changement par rapport à ce qu'on a voté donc si mes souvenirs sont exacts, en juillet dernier. Quand on voit, tout en étant sous la confidence, ce qu'il y a en recettes, en taxes réelles et en taxes forfaitaires, je pense qu'avant qu'on passe des choses, comme vous dites, sous la confidence au conseil municipal, on fait des études qui sont claires et on regarde sur des chiffres clairs. Donc je pense qu'il n'est pas, à l'heure actuelle, possible de faire des divulgations, des projections sur ce genre de choses. Aujourd'hui, la taxe de séjour au réel est clairement liée au fait que les personnes doivent la percevoir. On a mis des changements en place donc pour que ce soit mieux perçu. Si on s'aperçoit que toujours il y a malheureusement des gens qui essayent de contourner le versement de cette taxe, il est évident qu'à partir d'un moment, on prendra les décisions nécessaires. Voilà. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a une sensibilisation vis-à-vis des hôteliers et des hébergeurs qui a été mise en place. Les hôteliers ont fait leurs remarques, et souvent pertinentes, sur la problématique qui peut être de passer au forfait. On a écouté, on est en train de réfléchir, et rien ne nous empêchera de passer au forfait plus tard. Voilà. Voilà. Vous m'aviez dit qu'il y aurait une étude, que vous allez nous montrer l'étude, et il me semblait quand même que la commission des finances devait donner un avis. Mais je pense que l'avis, il est déjà pris, quoi. Mais non, mais l'avis, mais attendez, je pense qu'il y a des choses, on ne va pas changer, vous avez tendance à vouloir tout changer d'un seul coup. Je pense qu'il faut prendre le temps de changer les choses. Une étude, ça ne se fait pas en 5 minutes sur le bord d'une feuille de papier. Une étude, ça va se faire avec des informations précises que l'Office du tourisme va pouvoir récolter. Ça nécessite du temps et de l'intelligence collective pour pouvoir faire quelque chose qui soit pérenne. Donc c'est pour ça que les changements, aujourd'hui, on n'est pas en mesure de les faire. Quand je vous ai dit qu'il y avait une étude qui serait faite
précises par l'Office du tourisme, ça va prendre du temps, c'est pas demain. Donc voilà. Donc, Jean-Denis Stéphano, pour être clair, aujourd'hui, l'Office du tourisme travaille sur les deux solutions, taxe de séjour forfaitaire et taxe de séjour réel, d'une part, travaille évidemment sur les taux, travaille sur le champ des activités d'hébergement qui aujourd'hui ne sont plus, pour les raisons que vous avez indiquées tout à l'heure dans l'assiette de taxe de séjour, pour des locations qui se font de manière, on met occulte, enfin, on ne voit pas tout, c'est le même office. Donc l'Office du tourisme est en train d'étudier ça. Et pour répondre à votre question sur le financement du poste, nous avons augmenté les taux de taxe de séjour. Donc le produit de la taxe de séjour sera plus élevé et permettra de faire face au poste. Après, il y aura la question, est-ce qu'en face du poste, on a des activités nouvelles? Et je rappelle ce que nous avons fait nous. Nous avons dit qu'on a créé le poste, mais ça ne doit rien coûter. Donc le travail, ça a été les orchestres qui veulent se produire dans la région, qui demandent un espace, qui ne demandent rien d'autre. Ça a été le partenariat avec les commerçants, ça a été des fêtes sous la halle couverte qui n'entraînaient pas de dépenses particulières, ça a été un travail avec les associations. Voilà. Donc pour l'instant, le Office du tourisme récupère ça. Et puis peut-être qu'un jour, il nous dira il faut aller plus loin sur l'organisation d'animation. Voilà, il y aura une discussion sur le montant des subventions ou sur le financement par la taxe de séjour. Voilà. En regardant la Convention, je m'aperçois que l'article 3, obligation des parties au contrat, toute création de poste doit être soumise à l'approbation préalable du conseil d'administration et prévue au budget prévisionnel présenté à la commune dans le cadre de la demande de participation financière. C'est ça. Je me suis laissé dire, mais là je vais parler sous votre couvert, je crois que vous êtes vice-président du conseil de l'Office du tourisme, d'après ce que j'ai lu sur ce document. On m'a indiqué que M. Champagne démissionnait, car il n'était pas favorable à cette création de poste. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Non, M. Champagne quitte, la commune de Livonne et M. Champagne ne sera, il l'a dit dans mon bureau, mais il n'y a pas eu de corrélation entre, à ma connaissance, entre ce transfert et le départ de M. Champagne. Quand on parle avec M. Champagne, au contraire, il est favorable à un développement d'animation par l'Office du tourisme. Clairement, un Office du tourisme qui n'exerce pas la mission d'animation qui est exercée par le service de communication de la ville, c'est pas très cohérent. Et là, il partage ça raisonnement. Moi, je veux bien lui en parler directement. Mais jamais il est venu dans mon bureau. Je ne sais pas s'il en a parlé à John Burley. Il y avait une mésentente là-dessus. Rien du tout. La dernière conversation que j'avais avec lui, c'est pas de temps. Donc c'est plus possible de continuer comme président. Voilà, ma connaissance, c'est ça. Alors, est-ce que ce sujet-là fait l'objet d'une discussion? Je ne sais pas vous. Mais ce que je sais... Je déplore que Valérie ne soit pas là, parce que c'est peut-être un peu plus au courant que moi, donc je ne veux pas aller plus loin dans le débat. Ce que je sais, Jean-Di Stéphano, c'est que deux choses, c'est que la cohérence, un office du tourisme qui accueille, etc., et qui en même temps anime la ville, je pense que c'est une bonne chose. Ça renforce le partenariat avec les commerces, puis c'est consubstantiel à l'activité touristique. C'est ce qu'on disait tout à l'heure sur l'étude qui a été faite par Cyril Lumon. Ça transpire, il y a un an. Et la deuxième chose que je voudrais dire, ce dont je suis persuadé, c'est qu'on peut développer des animations à moindre frais. Je pense qu'on n'a pas épuisé toutes les voies. Et notamment les associations qui aujourd'hui cherchent à organiser des manifestations publiques. On peut, par un partenariat plus étroit avec l'Office du tourisme, leur permettre d'exercer des activités. Je suis absolument content. Voilà, d'autres observations? Non? Oui, Claude Emmanuel Duchemin. Oui, je pense que cette convention elle est bien dans la continuité de ce qui avait été fait auparavant. Donc non seulement le renforcement de l'animation, mais aussi le rôle qu'a l'Office du tourisme d'aider à la dimension économique et le développement économique de la ville de Divos. Et je pense que c'est aussi un axe très important et c'est un vrai partenaire de la ville aujourd'hui. Voilà. Merci. D'autres observations? Oui, juste une petite observation. Vous allez encore me trouver un peu trop comptable, mais de mettre un poste d'animation sur une recette aléatoire,
puisqu'on est bien d'accord, si on a une taxe de séjour aléatoire, en plus si on ne la fait pas tellement bien rentrer, je trouve ça un petit peu dommage quand on sait qu'on doit tous faire très attention. Alors, on ne peut pas utiliser le terme aléatoire parce que le produit va augmenter. Et l'augmentation du produit va permettre de faire face à cette mission nouvelle. C'est-à-dire au poste, et le séjour, elle est quand même assez constante. Le problème, non, elle a eu les... Elle a jamais eu des hauts et des bas, je suis désolé. Le problème, il n'est pas le caractéristique, le problème, il est dans le rythme. Voilà. Donc ce qu'il faudra, et c'est ce que j'ai demandé à plusieurs reprises, les taux d'occupation de l'hôtellerie de sont assez linéaires. Quand vous interrogez les hôteliers, c'est assez linéaire. Alors c'est vrai que quand vous avez une opération comme Michelin, vous avez une petite augmentation parce qu'ils sont venus plus tôt et beaucoup plus tôt que le salon de l'auto. Mais cette année, vous aurez au moment du salon de l'auto une fréquentation quasiment à 100% des hôtels d'hiver, parce que vous avez les monteurs du salon de l'auto. Michelin, ça augmente un peu, parce qu'ils sont mis en avance, ils sont partis à plan 4, ils vont démonter l'installation. Vous avez des petites variations, mais elles ne sont pas colossales. En revanche, dans le rythme d'encaissement, une année on peut se retrouver avec 100 000 € de plus, tout le monde disait, mais l'hôtellerie a explosé, et en réalité c'était un encaissement différent. On a parlé de 175 000. Non, c'était une variable budgétaire et pas une variable réelle. Là où il faut faire la différence, et c'est si vous prenez les comptes de l'Office du tourisme, vous aurez la taxe de séjour encaissée au titre de l'année. C'est-à-dire ce qui a été encaissé au titre de l'année 2014. Alors bien sûr, de temps en temps, on reçoit des choses de 2012 pour 2014. Ça, c'est un problème, et aujourd'hui, l'Office du tourisme est en train de nous aider à régler ce problème-là. Ce que vous voyez sur les comptes de la mairie, ce n'est pas la taxe de séjour encaissée au titre de l'année. C'est la taxe de séjour encaissée au cours de l'année. Vous voyez bien la différence. Et c'est pour ça qu'on a des différences importantes. En plus de ça, n'oubliez pas que la mairie, les comptes sont de janvier à décembre, alors que l'Office du tourisme, les comptes sont arrêtés en mars, et donc prennent en compte en fait ce qui n'est pas à la commune, dans les comptes de la commune au 31 décembre. D'où la différence, c'est pour ça que de suivre la taxe de séjour sur les lignes budgétaires de la commune, ça n'a aucun sens. Suivre la taxe de séjour, c'est le suivre au niveau du budget de l'Office du tourisme et du compte administratif de l'Office du tourisme. Et là, ce que vous verrez, c'est que la taxe de séjour, il y a des variations, mais elle n'est pas comme ça. Il y a des variations, il y a eu des baisses, en particulier sur cette année, qui sont dues au départ à une fermeture d'hôtel. Voilà. Mais ce n'est pas des incidences monstrueuses. Sur qu'on va pas, quand vous dites aléatoire, je ne suis pas d'accord avec vous. Il y a une partie aléatoire, je suis d'accord. Mais il y a un taux d'occupation à Divonne, à part si tout s'effondre demain, qui fait qu'il y a quand même une base qui est relativement saine. Et sur cette base-là, le fait d'augmenter la taxe les taux de la taxe de séjour font évidemment une augmentation des recettes de l'Office du tourisme. Génère un produit qui fait de l'ordre de 40 000 € qui permet de faire face aux fonctionnaires. Pour cette année. Voilà. Pas d'autres questions sur cette convention. On a fait le tour. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Une remarque sur l'administration, monsieur le maire, avant de passer au vote. Je veux souligner la dynamique engagée par les commerçants de Divonne en termes d'animation, notamment avec je crois, des activités fortes qui auront aussi en identifiant une communication autour de Divonne. Je trouve que c'est extrêmement intéressant comme façon d'animer Divonne en s'appuyant sur les acteurs économiques. D'abord parce qu'effectivement ça crée une ville vivante, c'est les acteurs économiques qui prennent en main qui créent cette animation, mais aussi parce que ça économise des lieux publics. Et je vous le dis, le partenariat qui avait été noué avec la ville, désormais sera noué avec l'Office du tourisme. Les fêtes de Noël notamment, ça se passe entre l'Office du tourisme et les commerçants. Et Mathieu Bellon, qui était salarié de la communauté du pain avec eux, est particulièrement en charge de ça. Je suis entièrement d'accord avec vous. Dans ce pays, on ne fait rien sans dire, par principe, il faut des fonds publics. Vous êtes persuadé qu'il y a des champs d'investigation inouïs dans des partenariats entre le public et le privé, ou le parapublic en l'espèce, avec l'Office du tourisme. Et je suis persuadé qu'à Divonne,
Il y a des champs immenses qui n'ont pas encore été travaillés. Et je le redis, avec les associations, avec les commerçants, et aussi avec des intervenants extérieurs. On a eu par exemple un magnifique concert sous la halle couverte. C'est des Britanniques, c'est un orchestre qui se produisait à Genève. Ça n'a rien coûté. Ils viennent avec leur matériel, vous leur mettez à disposition l'espace. C'était un concert de grande qualité. Et ça, je pense qu'il faut le développer. Voilà, les trois sujets. Monsieur, si je pouvais ajouter, moi je trouve excellent qu'on ait maintenant... Il faudrait parler un peu dans le micro parce qu'on n'entend pas très bien, merci. Maintenant, tu m'entends? Mieux. Je trouve excellent qu'on ait la personne qui va faire ce rôle de coordinateur au sein de l'Office du tourisme, donc pour les commerçants, pour les associations. Et je pense que l'idée, plutôt que de dire qu'on va le financer par la taxe de séjour, qui pourrait être en partie, ce qui serait intéressant aussi, c'est que lui arrive à dégager des revenus de ses animations. Voilà. Et je pense que c'est aussi possible, mais ça prend peut-être du temps. Ça, si l'Office de tourisme arrive à négocier les animations, alors ça, on sera entièrement d'accord. Bien sûr. Pour aller un petit peu dans le sens de ce qui vient d'être dit concernant les animations de Noël, je crois que c'est la première année où réellement il y a un vrai partenariat entre les associations, l'office de tourisme, la mairie. Et quand je dis la mairie, c'est aussi les écoles, puisque cette année, les écoles sont vraiment partie prenante dans l'animation de Noël qui va être lancée le 2 décembre prochain. Très bien. D'autres questions sur cette convention? Pas d'autres questions? Y a-t-il des abstentions? Des oppositions? Elle est adoptée, je vous remercie. Le point suivant sont les tarifs de concession de taxes au cimetière. Pas de questions? Pas de questions? Très bien. Le point suivant, pas d'opposition ni d'abstention, j'imagine. Point numéro 5, le budget vert, une session à l'euro symbolique. Pas de questions? Même vote, merci. Point numéro 6, session à l'euro symbolique, même vote. Merci. Point numéro 7, session à l'euro symbolique. Même vote, merci. Point numéro 8, une garantie financière à l'habitat pour le Cordoue, un accord de principe, Vincent Scatola. C'est que le Madame Duchemin. Oui, c'est le genre de délibération qu'on a régulièrement. Donc là, c'est pour 6 prêts locatifs à usage social, 4 prêts locatifs aidés d'intégration et 2 prêts locatifs sociaux. Donc, comme d'habitude, là, c'est uniquement la partie. Donc, aujourd'hui, on est en train de voter l'accord de principe. Donc, on est sur un montant estimatif à 1,5 million d'euros pour ces appartements. Et donc c'est simplement comme d'habitude la garantie de la commune. C'est la façon habituelle de financer les logements sociaux. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Des questions? Oui, Jean-Guy Stéphano, pardon. On nous a présenté ça en commission. J'ai posé quelques questions sur la société Semcoda, qui n'est pas la Semcoda, tout le monde le sait. Et je trouve que présenté comme c'est présenté, la commission a donné un avis favorable, un peu léger, je trouve. Là, on vient juste de nous repréciser qu'il y a un montant, parce que d'habitude, lorsque c'est la Semcoda, on nous donne les caractéristiques des emprunts, tandis que là, on nous demande simplement d'avoir un accord de principe. Donc je ne suis pas contre particulièrement, mais j'aimerais qu'on amende le projet de délibération et qu'on indique ce que vous avez indiqué dans l'explication du point numéro 8. La société Habitat communiquera ultérieurement les détails des emprunts. Le conseil municipal sera alors sollicité une nouvelle fois pour se prononcer.